au dîner de ma remise de diplôme, ma mère a dit « On aurait préféré sans toi ». Ces mots, lâchés comme un poison au milieu des toasts et des rires forcés, ont déchiré l'air de notre salon parisien, imprégné d'odeurs de foie gras et de vin de Bordeaux. J'ai souri, levé mon verre, et dans l'ombre de mon geste, j'ai juré sur les tombes de nos ancêtres gascons que je les ferais tous payer, jusqu'au dernier. Ce n'était pas une menace vide. À 28 ans, j'avais gravi les échelons de l'école polytechnique avec la rage d'un paria, orphelin de père depuis l'enfance, élevé dans l'ombre d'un frère aîné que l'on adulait comme un dieu. Alexandre, mon aîné de 5 ans, le golden boy de la famille Duval, héritier présumé de notre modeste vignoble en Bordelais. Moi, Étienne, le bâtard invisible, celui qu'on tolérait à table pour les apparences. Mais ce soir-là, sous les lustres en cristal de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, tout a basculé. Ma mère, Élise, avec ses perles Chanel et son sourire de salon, a osé le dire. Devant les oncles, les tantes, les cousins venus célébrer mon triomphe académique. « On aurait préféré sans toi », a-t-elle murmuré, assez fort pour que je l'entende, assez bas pour que les autres feignent l'ignorance. Et j'ai agi. Pas avec des cris, non, les Duval ne hurlent pas, ils complotent. J'ai agi avec le scalpel d'un chirurgien, précis, invisible, fatal. Les invités ont applaudi mon discours sur l'ingénierie durable, ignorant que sous mes mots polybouillonnait un océan de fiel. Alexandre, assis en face de moi, a ricané dans son verre de Château Margaux, ses yeux verts, ces yeux que nous partagions, héritage de notre père, pétillant de malice. Il savait. Il avait toujours su. Car ce n'était pas seulement une pique maternelle. C'était le voile levé sur un secret qui pourrissait notre lignée depuis 20 ans. Un secret pour lequel j'avais porté le fardeau, le crime, la honte. Et ce soir, j'ai décidé que la revanche commencerait par un mensonge, le mien, semé comme une graine vénéneuse dans le jardin de leur vanité. Les jours suivants, Paris s'est refermé sur moi comme une geôle dorée. J'ai erré le long de la Seine, sous les ponts voûtés où les amants murmuraient des serments que les Duval n'avaient jamais tenus. Ma remise de diplôme n'était qu'un leurre. J'avais déjà un poste à l'INRIA, à Saclay, où je modélisais des algorithmes pour la défense nationale. Mais l'argent ne comble pas les abysses. Chaque soir, dans mon studio exigu du Marais, je relisais les lettres jaunies de mon père, celles qu'il m'avait cachées avant son accident, une chute dans les vignes, un soir d'orage en 2005. Officiellement, un malheur. Mais je savais, depuis l'adolescence, que c'était Alexandre qui l'avait poussé. Pas de sa main. Bien sûr, il était trop rusé pour ça. Un mot glissé à un ouvrier, une bouteille d'eau empoisonnée par l'indifférence, un terrain glissant saboté par la jalousie. Père avait découvert les dettes d'Alexandre, ses jeux à Deauville, ses maîtresses qui vidaient nos comptes. Et moi, le petit frère naïf, j'avais couvert pour lui. J'avais juré aux gendarmes que j'avais vu père trébucher seul, ivre de chagrin après la mort de sa sœur. J'avais porté le mensonge comme une croix, pour protéger la famille. Pour qu'on m'aime, enfin. Mais l'amour des Duval est un mirage. Ma mère, veuve éplorée, s'était consolée dans les bras d'un notaire lyonnais, puis d'un autre, accumulant les amants comme des tableaux impressionnistes. Alexandre, lui, avait hérité du domaine. Les ceps centenaires de Pomerol, les caves voûtées où l'on entreposait non seulement du vin, mais des secrets. Il avait transformé notre héritage en empire, vendant des cuvées falsifiées aux Américains avides, blanchissant l'argent via des galeries d'art à Montmartre. Et moi, j'étais le bouc émissaire. Quand les premiers scandales avaient éclaté, en 2018, c'est mon nom qu'on avait jeté au loup. Un faux témoignage anonyme, sa plume, j'en étais sûr, m'avait accusé d'avoir falsifié des documents pour Alexandre. J'avais passé 3 mois en détention provisoire à Fresnes, dans une cellule humide où les rats étaient plus loyaux que ma famille. Libéré sans charge, grâce à un avocat que j'avais payé de mes propres économies, j'en étais sorti brisé, mais affûté comme une lame. Ce dîner de remise n'était qu'un rappel cruel. On aurait préféré sans toi, avait dit ma mère, parce que mon succès menaçait l'ordre. Alexandre, ruiné par ses folies, comptait sur moi pour renflouer les caisses, un prêt déguisé en investissement dans une start-up verte. Mais j'avais refusé, poliment, lors d'un appel la semaine précédente. « Laisse-moi tranquille, frangin. J'ai assez payé pour tes erreurs. » Sa voix, suave comme un armagnac trop vieux, avait ri « Tu es de la famille, Étienne. Où l'oublies-tu » Non, je ne l'oubliais pas. Et c'est pourquoi, ce soir-là, j'ai glissé dans la poche d'Alexandre un petit appareil, un mouchard GPS déguisé en bouton de manchette. Mon premier coup, le traquer, l'espionner, le noyer dans ses propres mensonges. Les semaines passèrent en un tourbillon de routines feintes. Par jour, je codais des simulations quantiques à Saclay, entouré de physiciens aux accents alsaciens qui ignoraient mes démons. Par nuit, je décryptais les données de l'appareil. Alexandre se rendait à des rendez-vous louches dans le sentier,
quartier des diamantaires juifs, où il négociait des montres volées contre du cash. Il couchait avec une galeriste prénommée Camille, une rousse aux lèvres pulpeuses qui posait pour des nus chez Bourdelle. Et il complotait avec ma mère. Des enregistrements volés via un micro distant montraient leur conciliabule dans l'appartement. « Il faut le faire taire, ce petit ingrat », sifflait elle. « Il sait pour le père. » Oui, je savais. Et bientôt, il saurait que je savais tout. Mon plan se dessinait comme un roman de Zola, sombre, implacable, imprégné de la boue sociale française. Je contacterai d'abord les autorités fiscales, anonymement, avec des preuves irréfutables des fraudes d'Alexandre. Puis, je révélerai à la presse, peut-être au Canard enchaîné, pour le piquant, le rôle de ma mère dans l'adultère qui avait miné notre père. Mais ce n'était que l'apéritif. La vengeance vraie viendrait d'un twist personnel. Je rachèterai le domaine familial, pierre par pierre, en utilisant mes brevets high-tech pour irriguer les vignes avec des drones autonomes. Eux, ruinés, mendiraient à ma porte. Et là, je leur dirais, on aurait préféré sans vous. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Étais-je vraiment différent d'eux? Mon cœur, ce traître, battait encore pour les souvenirs d'enfance. Les vendanges sous le soleil de septembre, les rires d'Alexandre quand il m'apprenait à escalader les chênes. La trahison n'efface pas le sang. Mais le sang, justement, appelle le sang. Ou du moins, son équivalent, l'humiliation publique, la chute sociale, l'oubli dans les marges de la société française, si impitoyable pour les siens. Un soir de novembre, pluvieux comme un polar de Simon, je reçus un appel. Alexandre, sa voix pâteuse d'alcool, viens au domaine, frangin. Maman est malade. On a besoin de toi. Besoin de moi? Pour la première fois depuis des années, une étincelle de doute. Était-ce un piège ou un sursis? J'embarquai dans le TGV pour Bordeaux, mon laptop sous le bras, chargé de dossiers incriminants. La Garonne défilait, argentée sous la lune, miroir de mes tourments. Arrivé au domaine, les vignes nous semblaient des squelettes. La maison, un manoir du 18e avec ses cheminées fumantes, m'accueillit comme un fantôme. Ma mère gisait dans son lit à baldaquin, pâle comme un Rembrandt mal éclairé. « Étienne », murmura-t-elle, sa main diaphane cherchant la mienne. « Pardonne-moi. » C'était la peur qui parlait, ce soir-là. Alexandre, en arrière-plan, versait du cognac, son sourire carnassier. Je m'assis, feignant la compassion. « Parlez-moi du père, maman. Dites-moi la vérité. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment ?» Et là, le premier aveu, ce n'était pas Alexandre qui avait tué père. C'était elle. Un empoisonnement lent, par des doses de belladone cueillies dans les jardins, pour couvrir ses amours adultères. Père avait découvert, menacé le divorce. Alexandre avait su, mais couvert pour elle, et m'avait fait porter le chapeau pour ses propres fraudes, afin de me lier à leur silence. Le choc me frappa comme un coup de Mistral. Pas mon frère, mais ma mère. La sainte laïque de nos repas dominicaux. J'aurais pu hurler, appeler les flics. Au lieu de cela, je souris. Je sais tout, maman. Depuis longtemps. Son visage se décomposa. Alexandre s'approcha, une lueur de panique dans les yeux. « Qu'est-ce que tu as fait, petit con ?» J'ai sorti mon téléphone, lancé l'enregistrement. Leur confession, capturée en stéréo, comme une opérette macabre. La nuit s'étira en confession fiévreuse. Ma mère pleura, Alexandre jura, promit des parts du domaine. Mais je voyais clair, c'était un nouveau piège pour m'attacher à leur naufrage. Au lever du jour, je partis sans un mot, laissant derrière moi un mot, la vendange est finie. À mon tour de presser les raisins. De retour à Paris, l'accélération. J'envoyai les enregistrements à un procureur que je connaissais de Polytechnique, un basque intransigeant. Les perquisitions commencèrent. D'abord les comptes d'Alexandre, gelés par Tracfin. Puis, les fouilles au domaine, où l'on trouva des traces de belladone dans les archives médicales de père. Ma mère, arrêtée en robe de chambre, devint une icône des tabloïds, l'empoisonneuse de Bordeaux. Alexandre, inculpé pour complicité et fraude, se suicida en cellule, ou du moins, c'est ce qu'on dit. Un drap noué, une chute trop propre. Moi, j'étais intouchable, le fils prodigue qui avait dénoncé. Mais la vengeance a un goût aigre. Les cousins me fuirent, les oncles murmurèrent de parricide morale. J'achetai le domaine aux enchères, le transformai en coopérative bio, employant des immigrés oubliés des banlieues. Succès financier, mais solitude royale. Un soir, seul dans la cave rénovée, je bus un verre du dernier millésime paternel. Et si j'avais été le vrai poison, en détruisant ma famille, n'avais-je pas tué l'enfant en moi? Les mois suivants furent un kaléidoscope de victoires creuses. Paris,
avec ses boulevards haussmanniens luisants sous la pluie hivernale, me semblait un décor de théâtre absurde. J'avais tout, le poste à l'INRIA promu à chef de projet, les articles dans Le Monde sur ma bravoure civile, même une invitation à l'Élysée pour un discours sur l'éthique en IA. Pourtant, chaque matin, en me rasant devant le miroir fendillé de mon appartement, je voyais les yeux de ma mère. Ses yeux implorants dans la salle d'audience de Bordeaux, où le juge l'avait condamné à 20 ans de réclusion à Fleury-Mérogis. « Monsieur Duval, votre témoignage a été pivotal », m'avait dit le procureur, un homme au menton bleuté comme un maigret de papier. Pivotal? J'avais fabriqué la moitié des preuves, amplifié les enregistrements avec des logiciels que j'aurais dû réserver aux simulations militaires. Pas par malice gratuite, non, par nécessité. Ma mère avait avoué, oui, mais Alexandre s'est suicidé, sentait le coup monter à planer. J'avais enquêté discrètement, des paiements occultes à un gardien, une corde trop neuve. Il s'était évadé, le salaud, vers l'Espagne peut-être, ou plus loin, en Amérique du Sud où les Duval avaient des cousins oubliés. Cette découverte m'avait plongé dans une spirale. La vengeance n'était pas achevée. Elle mutait, comme un virus dans mes algorithmes. Je passais des nuits blanches à hacker des bases de données, illégales, bien sûr, mais qui se soucie d'un héros? Les traces d'Alexandre menaient à Lisbonne. Un faux passeport au nom de Pierre Lagrange, des virements vers une galerie à Porto. Il refaisait surface, le Phénix, vendant des faux monnaies à des oligarques russes. Et moi, Étienne le justicier, je le traquais comme un limier digital, depuis mon bureau vitré de Saclay. Mais le vrai poison était intérieur. Les cauchemars revenaient, père tombant dans les vignes, sa main tendue vers moi, pas vers Alexandre. Dans mes rêves, c'était moi qui l'avais poussé, par jalousie enfantine pour l'attention qu'il portait à mon frère. Éveillé, je me noyais dans la littérature. Balzac pour les intrigues familiales, Hugo pour les damnés de la terre. La France, avec sa grandeur déchue, reflétait mon âme, fière en surface, pourrie aux racines. Un appel anonyme brisa la routine, un soir de février venteux. Une voix féminine, rauque comme un vin rouge du Languedoc. Étienne Duval? Je suis Camille, là. Amie de ton frère. Il veut te voir. Pour clore le chapitre. Camille. La rousse des enregistrements, celle qui avait ri aux blagues d'Alexandre pendant qu'il me poignardait dans le dos. Rendez-vous à Lisbonne, dans un café du Chiado, quartier aux pavés luisants comme des écailles de poisson. J'hésitais. Était-ce un piège? Probablement. Mais la tentation de l'affrontement direct, charnel, était trop forte. J'annulai une réunion à l'INRIA, pris un vol low cost depuis Orly. Lisbonne m'accueillit avec son fado mélancolique, ses chants qui pleurent les amours perdus comme les miens. Le café était un antre enfumé, avec des azulégeaux bleus craquelés. Camille était là, plus belle que dans mes fantasmes vengeurs. Cheveux cascadants comme un coucher de soleil sur le Tage, yeux verts hérités d'Alexandre? Non, les siens étaient noisettes, pleins de duplicité. Il n'est pas là, dit-elle en allumant une cigarette, son accent parisien teinté de saudade. Mais il m'a dit de te donner ça. Une enveloppe jaunie, cachetée d'un sceau en cire, notre emblème familial, un CEP entrelacé d'épines. Dedans, une lettre d'Alexandre, manuscrite, tremblante. Frangin, tu as gagné la première manche. Mais mère, était-ce justice ou vengeance? Rejoins-moi à Porto. Seul. Où je publie ce que tu sais sur Fresnes. Tes pots de vin pour sortir plus tôt. Hey! Le choc. Fresnes. Mes 3 mois en cellule, je les avais écourtés par un arrangement avec un avocat véreux, financé par des économies sales, des petits jobs freelance en piratage éthique, grisés par la borderline. Alexandre savait. Comment? Un indique, sans doute. La spirale s'accélérait. Maintenant, c'était lui qui me tenait par les couilles. Camille but son vino verdé, ses lèvres laissant une trace rouge sur le verre. Il t'aime, tu sais, à sa façon tordue. Comme un frère. J'éclatai de rire, amer. L'amour des Duval est une lame à double tranchant. Elle se pencha, son parfum de jasmin envahissant l'air. Et le tien? Tu as détruit ta mère, pourquoi? Pour laver ton honneur, ou pour noyer ta culpabilité? Ces mots me giflèrent. Culpabilité? Oui, celle d'avoir toujours su, au fond, que père était mort par leur faute collective, et la mienne, pour avoir fermé les yeux. La nuit portugaise nous avala. Nous marchâmes le long du fleuve, où les pêcheurs rentraient leurs filets vides. Camille parla, d'Alexandre, de ses charmes vénéneux, de comment il l'avait quitté pour une Espagnole aux hanches de flamenco. Il l'a fait avec toi aussi, non? T'utiliser comme un pion. Oui. Et maintenant, il me tendait une carotte empoisonnée. Rejoindre ou détruire. De retour à Paris, je décidai, Porto.
Mais pas seul. J'emportais un dossier, photo satellite des vignes, contrat pour acheter les parts restantes du domaine. Et un flingue, acheté au marché noir du 18e, un Beretta compact qui pesait comme un remords dans ma sacoche. La SNCF me ramena à la réalité française. Gare bondée, odeur de croissants brûlés, journaux criant les scandales politiques. Ma vengeance personnelle se fondait dans le chaos national. Macron réélu, les gilets toujours en colère, la France qui bouillonnait comme un cassoulet trop mijoté. Porto était une ville de vin et de secrets, ses celliers du Douro rappelant nos caves bordelaises. Le rendez-vous, une taverne près de la Ribera, où l'on servait du Porto millésimé dans des verres taillés. Alexandre était là, vieilli, barbu comme un révolutionnaire cubain raté, ses yeux verts injectés de sang. « Frangin », dit-il en se levant, bras ouverts. Je ne serrai pas sa main. « Parle ». Il parla pendant des heures, le Porto coulant comme un fleuve de regrets faux. L'empoisonnement de mer? Une invention pour me tester, jurait-il. Père était mort d'un AVC. Point. Les fraudes? Nécessaires pour sauver le domaine de la crise de 2008. Et moi, le gamin qui avait menti aux gendarmes? Pour me protéger, idiot. Nous sommes liés, Étienne. 100%. Laisse-moi t'aider à racheter tout. Ensemble. Ces mots suintaient le miel empoisonné. Camille, assise en retrait, hochait la tête comme une marionnette. Mais je voyais les fissures, son alliance neuve, gravée A et M, pour Maria peut-être, l'espagnol. Et un tic nerveux, comme quand il mentait enfant. Je sortis le Beretta, posé sur la table comme un toast. Où je finis le travail ici. Pour père. Le silence tomba, lourd comme un suaire. Alexandre pâlit, mais sourit, ce sourire carnassier. Tu bluffes. Tu n'es pas un tueur. Était-il vrai? Mes doigts tremblaient sur la crosse. Camille se leva, hurla en portugais. Et là, le twist, des sirènes. Flics locaux, alertés par elle? Non, par moi. J'avais prévenu Interpol via un contact à l'ambassade, avec des preuves de ses faux passeports. Ils l'emmenèrent, menottes cliquetant comme des vers qui trinquent. Alexandre hurla. Traître! Tu es pire que nous. Camille me cracha au visage avant de partir. Seul dans la taverne, je bus son Porto, amer. Victoire? Ou descente aux enfers? Le retour à la France fut un exil intérieur. Avec Alexandre extradé vers Paris, inculpé pour évasion et recel aggravé, le domaine du Val devint une coquille vide, vendue aux enchères judiciaires. J'enchéris via un prête-nom, un ancien condisciple de Polytechnique converti en homme d'affaires lyonnais. Pour 2,4 millions d'euros, une bouchée pour mes royalties en IA agricole. Les vignes étaient à moi. Les sepcentenaires, ces veines de terre rouge, murmuraient maintenant sous mes ordres. Drones pollinisateurs, capteurs IoT pour l'irrigation, une révolution verte qui fit la une de la revue du vin de France. Le fils prodigue sauve l'héritage, titrait-il. Ironie délicieuse. Mais les racines empoisonnées remontaient à la surface. Ma mère, depuis sa cellule de Fleury, m'écrivait des lettres hebdomadaires, papier pelure taché d'encre bleue comme ses veines. Mon chéri, pardonne. C'était pour nous protéger de la pauvreté, comme en 68 quand ton grand-père a tout perdu aux grèves. Mensonge. J'avais fouillé les archives notariales. L'empoisonnement était réel, dose calculée sur des mois, pour hériter sans scandale. Père avait-il souffert? Les rapports d'autopsie, que j'avais obtenus par un tac risqué, parlaient de convulsions, de visions. La belladone, fleur du diable, lui avait fait voir des fantômes avant la fin. Ces révélations me rongeaient. Je m'installai au domaine pour l'été, dans la grande maison aux meubles Louis XV écaillés. Les vendanges approchaient, et avec elles, les fantômes. Les ouvriers, des Maghrébins de Bordeaux-Nord, me regardaient avec méfiance. On chuchotait que j'étais maudit, le fils qui avait envoyé sa mère au bagne. Monsieur Duval, les vignes refusent l'eau cette année, me dit un jour Rachid, le chef d'équipe, un Algérien aux mains calleuses. Refuse? Mes algorithmes prédisaient une récolte record. Mais la terre se venge, elle aussi. Une nuit d'août, un orage gascon éclata, arrachant des rangs entiers. Était-ce un sabotage? Ou le ciel qui pleurait père? Pour tromper l'insomnie, je lus les journaux d'enfance d'Alexandre, trouvés dans le grenier. Des pages jaunies, couvertes d'une écriture enfantine. Aujourd'hui, Étienne a pleuré parce que maman l'a grondé. Je l'aime, mon petit frère. Je le protégerai toujours. Mensonge précoce. À 10 ans, il volait déjà des bouteilles pour les revendre au village. À 15, il embrassait des filles pendant que je gardais le fort. Et moi, l'idiot, je l'idolâtrais, couvrant ses fugues, ses notes falsifiées. Le jour de la mort de père, j'avais 16 ans. J'avais trouvé le corps, inerte sous la pluie,
et au lieu d'appeler les secours, j'avais couru chercher Alexandre. « C'est toi qui l'as tué », avais-je murmuré en le secouant. Il avait ri, nerveux. « Ne dis rien, ou on nous sépare tous. » Solidarité fraternelle ou chantage. Les nuits au domaine étaient hantées. Je dormais mal, réveillé par des bruits, pas de rats, mais d'ombres. Une silhouette, parfois, au bord des vignes. Camille? Non, impossible. Elle avait disparu après Porto, rumeur de suicide à Madrid. Où était-ce mon imagination, nourrie de trop de polars noirs, de Simon à manchette? Je commençais une liaison avec une œnologue locale, Sophie, une provençale aux cheveux courts et au rire comme un vent de Mistral. Elle connaissait les Duval. Votre frère était un serpent, mais charmant. Et vous? Un calculateur. Nos nuits étaient fiévreuses, corps emmêlés sur des draps de lin rêche, mais son regard me jugeait. La vengeance ne guérit pas, Étienne. Elle creuse le vide. Elle avait raison. Le vide grandissait. Les médias, lassés du scandale, passaient à autre chose. Un ministre corrompu, une manif à Nanterre. Mais les lettres de ma mère persistaient. « Viens me voir. Je t'attends. » Je résistais, jusqu'à l'automne. Fleury-Mérogis, cette forteresse grise en banlieue sud, puait la défaite. Dans la salle des visites, séparée par du plexiglas, elle apparut vieillie, ses perles remplacées par un crucifix en plastique. « Tu as gagné, mon fils. Le domaine est à toi. Mais à quel prix ?» Je serrai le combiné, le prix de la vérité, maman. Elle rit, un rire cassé. La vérité? C'est toi qui as administré la dernière dose. Le soir où tu es venu me voir, après l'accident. Tu étais enragé contre ton père pour t'avoir ignoré. Je t'ai vu verser le poison dans son verre. Le monde bascula. Moi? Non. Impossible. Les souvenirs affluaient. Ce soir-là, oui, j'étais au domaine, furieux d'une engueulade au père préféré Alexandre pour l'université. J'avais apporté du vin, et un flacon, trouvé dans la cuisine. Belladone? J'avais cru à une tisane, un remède pour son mal de tête. Tu mens? Hurlai-je. Mais ses yeux miroirs, ne mentaient pas pour te protéger, j'ai pris le blâme. Comme tu m'as protégé en mentant aux flics. Sorti de Fleury, je vomis sur l'autoroute A6, sous un ciel plombé. Culpabilité ou manipulation? La spirale redoublait. Alexandre, depuis sa cellule à la santé, m'envoya un message via son avocat. Elle ment. C'était nous deux. Partageons le fardeau. Partager? Avec le diable? La récolte arriva, rouge comme du sang. Les raisins éclataient sous les presses, et avec eux, mon plan final. J'inviterai la presse pour une dégustation, révélant un nouveau millésime, Vengeance 2025, étiqueté avec les aveux de ma mère. Scandale assuré, mais catharsis? Sophie me quitta ce soir-là. Tu es toxique, Étienne. Sauve-toi. Seul, je bus, et complotai le coup de grâce. L'hiver 2025 enveloppa le Bordelais d'un manteau de givre, transformant les vignes en un labyrinthe spectral. J'avais convié la presse, journaliste de France Inter, critique du Figaro, même un podcasteur sulfureux connu pour ses désincrustages de scandales familiaux. La dégustation se tenait dans la grande salle des barriques, éclairée par des torchers laids imitant les chandelles d'antan. L'air embaumait le bois humide et les tanins frais. Vengeance, dis-je en levant mon verre, l'étiquette gravée d'un serpent mordant sa queue. Un vin pour ceux qui ont été trahis. Les flashs crépitèrent comme des coups de feu. J'exposai tout, les lettres de ma mère, les hacks sur Alexandre, le domaine renaissant de ses cendres high-tech. La famille Duval n'était qu'un poison. Aujourd'hui, elle devient un remède. Applaudissements polis, questions acérées. N'est-ce pas de la profanation, monsieur Duval? Un journaliste bedonnant, cigare éteint à la main. Ou de la justice poétique. Les micros se tendirent, et je vis les fissures. Certains hochaient, émus, d'autres fronçaient, suspicieux. La France adore les drames familiaux, voire les Proust ou les Gide, mais taille les vengeurs qui triomphent trop. Cette nuit-là, le chaos éclata. Un appel anonyme, ton frère s'est évadé. Il vient pour toi. La Santé, forteresse parisienne, avait vu une évasion digne d'Arsène Lupin, camionnette de livraison, garde soudoyée. Alexandre, libre, traqué par les hélicos de la PJ. Je barricadai le domaine, alertai les gendarmes locaux. Rachid et ses hommes l'armèrent des fourches. Pour la terre, patron, on se bat. La tension montait, comme un thriller de Costa Gavras. Il arriva à l'aube, silhouette noire surgissant des brumes. Alexandre, hagard, une barbe de plusieurs jours, un revolver à la ceinture, volé, sans doute. Étienne,
hurla-t-il, traversant les vignes comme un spectre. Les gendarmes mirent en joue, mais je les arrêtai. Laissez-moi. Frère contre frère, sous le ciel gris du Médoc. Il s'effondra à mes pieds, armes jetées. C'est fini. Prends-moi. Mais écoute, maman a menti. La dose, c'était moi. Pour te tester, pour voir si tu me couvrais encore. Et tu l'as fait. Ces mots me glacèrent. Test? Notre lien fraternel, réduit à un jeu sadique? Pourquoi? Murmurai-je, le Beretta de Porto dans ma main, je ne l'avais pas rendu. Il rit, sanglotant, parce que je t'envie. Toujours. Ton cerveau, ta droiture. Père t'aimait plus, au fond. Le coup partit. Pas mortel, l'épaule, chair déchirée comme un raisin trop mûr. Les gendarmes l'embarquèrent, hurlant de douleur. Alexandre, recapturé, condamné à perpétuité pour tout, meurtre, fraude, évasion. Ma mère, en apprenant, fit une tentative de suicide à Fleury, ratée. Bien sûr, les Duval ne meurent pas si facilement. Le scandale explosa, manif devant le domaine, pétition pour libérer l'empoisonneuse repentante. Les médias se divisèrent. Libé me traitait de justicier, valeurs actuelles de parricide moderne. Sophie revint, brièvement. Tu as gagné, mais à quel prix? Le prix, mon âme, noircie comme le Porto oxydé. Pourtant, au cœur du chaos, une lueur. Les vignes produisirent un millésime légendaire, exporté jusqu'au Japon. J'embauchai plus d'ouvriers, fondai une fondation pour les orphelins de familles dysfonctionnelles. La vengeance, circularité française, se muait en rédemption? Ou illusion? Un matin de printemps, une lettre arriva, de Camille, vivante, à Lisbonne. Alexandre m'a tout dit. Rejoins-moi. Pour guérir. Tentateur. Mais je brûlai la lettre, semant les cendres dans les vignes. La France pardonne-t-elle? Non. Elle oublie, ou transforme en légende. L'été 2026 apporta une chaleur caniculaire, comme si le diable bordelais réclamait sa dîme. Le domaine bourdonnait, drone vrombissant, vendangeur riant d'Arija, Sophie revenue pour de bon, enceinte de 6 mois, un enfant, fruit de nos nuits fiévreuses, que nous nommerions peut-être Victor, pour la victoire amère. La presse s'était lassée. Mon vengeance gagnait des médailles à Vinitaly, et les procès traînaient, Alexandre pourrissant à Clairvaux, ma mère en hôpital psychiatrique après sa tentative. Mais l'écho des cendres persistait. Un soir, lors d'un dîner avec des investisseurs parisiens, des bobos du VE arrondissement, vantant le bio et l'éthique, un fantôme apparut à la porte. Camille, amaigrie, cheveux teints en blond cendré, un bébé sur la hanche. C'est le sien, dit-elle, tendant l'enfant aux yeux verts. Alexandre, en cellule, avait conçu un héritier avant l'évasion. Il veut que tu l'élèves. Pour racheter. Le choc me foudroya. Sophie pâlit, les invités murmurèrent. Prendre l'enfant du traître? Élever le sang maudit? La France, terre de lumière et de Bastille, adore les dilemmes moraux. J'hésitai, berçant le petit. Il pleura, comme s'il sentait le poison latent. Non, dis-je enfin. Rends-le à son père, quand il sortira. Ou adopte-le toi. Camille partit, en larmes, jurant une malédiction portugaise. Ce refus scella mon twist final. Les mois suivants, je démantelai la fondation, donnai le domaine à une coopérative ouvrière, Rachid en tête. Pourquoi, patron? Demanda-t-il, yeux humides. Parce que la vengeance corrompt tout, même les vignes. Je retournai à Saclay, anonyme parmi les équations, codant pour l'avenir sans regarder en arrière. Ma mère mourut en automne, d'un cancer foudroyant, belladone du destin. Ses derniers mots, dictés par avocat, pardonne, Étienne. On t'a aimé, à notre façon tordue. Alexandre, informé, tenta un nouveau suicide. Raté, il m'écrivit. Tu es libre. Moi, enchaîné à toi. Libre? Oui, mais hanté. Sophie accoucha d'une fille, Élise, ironie, pour exorciser. Nous élevâmes notre enfant dans un mas provençal, loin de Bordeaux, buvant du rosé léger, lisant Victor Hugo à haute voix. La vengeance s'estompa, comme un vin éventé. Mais dans les nuits calmes, j'entends encore les mots de ma mère, on aurait préféré sans toi. Et je souris, j'ai agi. Et survécu. Était-ce justice, ou tragédie grecque à la française? Les lecteurs jugeront. Moi, je récolte la paix, grappe par grappe.